On est lundi, le 9 mars, c'est bienvenue en prenant votre café, les érables coulent. Mais pas pour longtemps, ça va geler pour quelques jours, on va passer à jaser de ça un peu. Cuba, Venezuela, l'Iran, ben oui, puis on tape sur le Liban en même temps. Les Américains qui valent entre 5 et 25 millions, les Canadiens. Il y a un truc, je vais vous parler de ça. Les Canadiens aiment l'austérité, mais n'aiment pas le mot. Je voulais que je vous dise. Les demandeurs d'asile, les problèmes de quotas en général, 30 millions pour les producteurs de grains. Du Québec, maudite bonne nouvelle, mais non. Mais non. Finance, achat d'une maison ou loyer plus placement. Le stock du sirop d'érable est justement tout vendu. Les guerres et leur rendement, le coût du e-commerce, le chou, on parle de ça. La baguette française, on parle de ça. On passe ça. Au moment que j'enregistre ce show-là, c'est lundi matin, il est 3h30 du matin. La bourse n'est pas encore ouverte, on va aller voir quand même qu'est-ce qui va se passer tantôt. Ouf. Hein? Allez travailler dans le bois puis arrêtez de regarder ça. Hein? C'est à peu près ça qu'on doit se dire. On va regarder ça dans la section finance un peu. Ben justement, hein, la guerre en Iran, je ne suis pas un spécialiste, je suis comme vous. Je regarde, j'analyse. On tue le père, on nomme le fils. C'est pour ça que ça ne va rien donner. Là. On n'a pas changé le régime. Là. On le continue d'une façon différente. Tu sais, puis ce que je regarde, Trump essaie de mettre la main sur Cuba. A mis la main sur le Venezuela. Il contrôle le Venezuela. Là, il va contrôler, il veut contrôler l'Iran. On chiale contre Poutine qui veut contrôler l'Ukraine parce qu'il y a encore une guerre en Ukraine qui ont besoin de beaucoup d'argent. Là. Ça ne change pas, ça. Et là, c'est l'Iran. Dire que ce gars-là voulait avoir le prix Nobel de la paix, on dirait qu'il s'est dit, gars, je ne l'aurai pas, il m'a créé le bordel. Puis quand je regarde le Liban se faire bombarder, tu sais, c'était un prétexte presque d'Israël de dire, regarde, je tape sur l'Iran, puis en même temps, je vais aller retaper sur le Liban. C'est ça. On ne peut pas laisser être insensible puis laisser passer ça constamment. Là. Israël est un prédateur. Là. C'est ça qu'il faut voir. Là. L'Iran n'est pas mieux. Là. L'Iran n'est pas mieux, c'est un provocateur. Fait qu'on est pogné avec des provocateurs et des prédateurs. C'est triste. Je pense pas qu'un jour je vais remettre les pieds au Liban. Là. C'est ben trop dangereux. Là. On repart pour une guerre de combien de temps? 10 ans, 15 ans, se taper dessus. Il n'y a rien de réglé. Là. Dans les années 70, c'était la même chose. Là. Cuba qui va être complètement à sec. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Est-ce qu'on va s'impliquer maintenant en Iran? C'est bon. C'est bon. Mais on va aller voir vite fait, là, même si on n'est pas dans la section bourse, tout a un impact boursier. Je vous montre pas tout de suite les chiffres, je veux juste aller voir ITA, la défense. Mais là, on est avant l'ouverture des marchés. Ouais, là, on n'a pas de chiffres avant l'ouverture des marchés. On ne regarde pas ça. On ne regarde pas ça. Eh bien, écoutez, il y a un truc. Il y a un truc, hein, pour devenir riche. Il restait. 75% des Américains et des Canadiens, hein, qui valent entre 5 et 25 millions, aiment la frugalité. Vous autres, vous pensez parce que les gens qui ont de l'argent dépensent beaucoup. C'est faux. Vous me voyez cuisiner tous les jours, là. J'ai de l'argent. Ben oui, comme plusieurs d'entre vous, là. Mais c'est pas que j'y fais attention. Je fais attention parce que c'est durement gagné, l'argent.
Et si on est capable un jour de ramasser une certaine somme, c'est parce qu'il y a une éthique de travail derrière. C'est pas parce qu'on l'est qu'on devient, c'est qu'on a une éthique de travail. De bâtir une entreprise en pensant que chaque sou compte, que chaque client compte, que chaque interaction peut amener des clients. Sauf, à un moment donné, il y a des limites. Là. Et j'ai écrit un texte. Je me suis trompé. Je sortais du bois et j'ai voulu rendre hommage aux femmes dimanche. Journée internationale des droits de la femme. J'ai dit bonne journée de la femme. Et les féministes sont débarqués. Faut lire le texte, là. Puis je fais une blague que je leur ai donné un chocolat. Hey, à mes sœurs, pas à ma blonde. Il faut comprendre mon humour à un moment donné, là. On me traite de misogyne. Toutes les féministes sont débarquées sur ma page. Comme quoi je suis un esti de cave. J'en ai bloqué un méchant paquet. Au moins, ça va faire du ménage, de discussions inutiles, là. Voyons donc. À un moment donné, il y a des gens qui sont malheureux pour être malheureux, là. Donc, quand je dis chaque interaction compte, il y a quand même des limites, là. Je suis pas un misogyne. Il y a des petits paquets qui sont misandres dans tabarnouche. Misandre, c'est les femmes qui détestent les hommes. Il y en a un méchant paquet. Ça, on peut pas le dire. Mais il y en a un méchant paquet. J'ai voulu rendre hommage en étant pressé. Le texte est bon. Je sortais du bois, je m'en venais en ville. Entre les deux, j'ai fait comme... J'ai pas eu le temps aujourd'hui parce que j'avais des réparations à faire. C'était ma priorité. Puis en même temps, je trouvais ça important que les femmes qui font partie de ma vie aient un petit hommage. Pas un grand hommage, un petit hommage. Fait qu'à un moment donné, là, soyez heureux. Soyez heureuse dans ce cas-ci. Il faut vraiment être timbré de débarquer sur ma page en me traitant de misogyne sur un message qui est pour les femmes. Il faut vraiment être folle. Des hosties de folles. On va le dire comme il faut. Il faut vraiment être timbré. Fait que non, chaque interaction ne compte pas tout le temps. À un moment donné, il faut faire du ménage aussi. Mais la frugalité, bon, vous allez me dire, tu te promènes en lambeau. Ben oui, mais je suis rendu ailleurs. À un moment donné, le but n'est pas de l'accumuler puis se priver aussi non plus, là. Puis j'ai le droit. Mais si on regarde l'ensemble de ma vie, le reste est assez frugal. Parce que j'aime ça. Je me paye des gadgets, hein, pour l'entraînement. Toujours quelque chose, j'achète toujours quelque chose pour l'entraînement, pour le bien-être. Ça, je dépense. Mais pour aller au restaurant, je ne vais pas tellement souvent. J'aime ça, par contre, là. Les Canadiens, hein, il y a un sondage, il dit, qu'est-ce que vous aimeriez? Une réduction de l'appareil de l'État ou une augmentation d'impôts? La question est simple. Les gens disent, non, je veux la réduction de l'appareil de l'État. Vous savez comment les syndicats appellent ça? Les journalistes? Austérité. Les Canadiens aiment l'austérité. Ils savent juste pas c'est quoi. Quand ils lisent les journaux, quand les syndicats crient à l'austérité, ils embarquent. Et pourtant, quand tu leur poses la question directement, est-ce que vous voulez une réduction de l'État ou vous voulez une augmentation de l'impôt? Parce que c'est ça. L'État s'auto-grossit lui-même, là. Donc, on aime l'austérité. On a juste peur du mot. Parce que les syndicats nous font peur avec ça. Les demandeurs d'asile, hein, la Cour suprême a rendu un jugement que les demandeurs d'asile peuvent avoir accès aux garderies subventionnées. Bernard n'a pas niaisé, c'est une gifle au visage. Honnêtement, là, je ne suis pas le politicien puis je ne suis pas toutes les affaires au complet, là. Je ne sais pas comment me positionner là-dedans. C'est parce que les garderies subventionnées, il n'y en a déjà pas pour personne. Il y a encore des gens qui, tu sais, quand mes enfants sont nés en 2001 et en 2003, là, il n'y en avait pas de garderie. Il n'y en a pas plus. Fait que je ne sais pas me positionner là-dessus. Mais Bernard, c'est une gifle au visage. Bon, lui, c'est un politicien, fait que parfait. À qui qu'on devrait privilégier? Bien entendu, les gens qui sont ici. En premier lieu, il n'y a pas de place. Je suis un peu d'accord là-dessus. J'ai rien contre les demandeurs d'asile. Absolument pas.
à un moment donné, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Christine Fréchette qui n'est pas capable de prendre position. Je vais analyser le dossier. Tu sais, à un moment donné, là, tu dois être capable de réagir à froid, là. Tu sais, comme homme d'affaires, là, comme entrepreneur, je m'excuse. Comme entrepreneur, j'ai pas tout le temps d'analyser, j'ai des décisions à prendre. Des fois, il faut que je les prenne sur le champ. Elle passe son temps à dire, je vais analyser. Je suis pas prête à rendre ma décision. Tu sais que ça va te faire questionner. Présente-toi pas dans la face d'un journaliste, analyse, puis donne une réponse à chaud, puis vis avec. Je vais analyser le dossier avant. On va-tu passer notre vie avec ça? On ne passera pas notre vie parce qu'elle va rester que jusqu'au mois d'octobre. Mais on peut le voir qu'il n'y a pas une bonne politicien. Bernard aurait été meilleur. Il n'est pas Trump, là. C'est pas parce qu'il prend des décisions rapides puis il veut brosser la cage qu'il est Trump. Trump, c'est un asti sauvage, là. Bon, chaque dombant matin, mais c'est ça. Mon statut sur les femmes de voir une paquet de misandres m'a craqué mes raides. Je vais analyser. Vous savez, c'est quoi un quota? Et pourquoi je suis contre ça un peu? C'est que ça prend toujours des polices pour aller voir. Des inspecteurs. Regardez, il se passe quelque chose avec le poulet. L'augmentation des ventes de poulet aux États-Unis, mettons, il y a 1000 poules de réforme. Ils ont fini de pondre des œufs, sont vieilles. Pondent plus. Fait qu'on appelle ça une poule de réforme. Ça ne rentre pas dans les quotas actuels. Et en ce moment, ce qui rentre au Canada, c'est 115% de toutes les poules de réforme qui existent aux États-Unis. Bon, bien évidemment, on triche un peu. Ça veut dire qu'on passe des poules à chair comme poulet de réforme en poitrine. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Maintenant, parfait, il y a quelqu'un qui triche. Comment qu'on fait pour aller vérifier? C'est ça le problème. C'est ça quand on met des quotas puis on veut surveiller, donc on est obligé de mettre plus d'inspecteurs. En même temps, est-ce que les producteurs de poulets de grains ici souffrent? Sont-ils pognés avec des surplus? Est-ce que ça impacte leur business? Ben non, parce qu'on manque de poulet. Parce qu'il y a un quota. Comment qu'on délie ça? On va aller voir chez les producteurs. On va lancer des inspections. Comment qu'on va le faire? On va inclure dans des quotas des poulets de réforme. Comment qu'on va faire ça? Vous voyez comment c'est facile de tricher? Facile, là. Qui va venir vérifier? Si je suis une poule à la maison, puis je dis, ah, non, ça c'est un gros poulet de grain, là. Il est tué à 36 semaines. Vous n'allez pas le savoir. À 36 jours, mettons. Vous n'allez pas le savoir. Pourquoi qu'ils ne l'ont pas inclus en partant? Maintenant, est-ce que ça l'impacte? Est-ce qu'ils sont pris avec des surplus de poulet? Donc, s'ils ne sont pas pris avec des surplus de poulet, comment tu peux chialer que ça impacte ta business? Qu'est-ce qui va justifier qu'on va embaucher, ça va être le MAPAC, une série d'inspecteurs pour aller vérifier ça, ou les producteurs de grains? Il y a un coût. Comment qu'on va le faire? Qui va en bénéficier? Qui va en perdre? C'est ça. Avoir des quotas. C'est objects and mirror are closer than they appear. C'est la même chose avec les producteurs de lait. Regardez les producteurs de sirop d'érable. On est sous quota. Je vais en parler tantôt, là. Mais c'est la même chose. La réserve est presque vide. Donc là, maintenant, on émet des quotas chaque année, puis on en donne à peu près à tout le monde. Ça donne quoi? Ça protège qui? C'est ça qu'il faut se poser comme question quand on regarde l'ensemble des quotas. Le nombre de polices qu'on doit embaucher pour surveiller, au lieu de faire du marketing pour se démarquer. C'est ça que je parle constamment. Je ne sais pas comment ils vont régler ça pour la poulet de réforme, là. Ça reste, c'est triché selon les lois. Je suis 100% d'accord avec ça. Puis en même temps, il n'en manque pas. Vous savez, le prix du gaz augmente encore aujourd'hui, là. Ça n'a pas de sens. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois. Jacques Michel qui est décédé. J'ai écouté du Jacques Michel
toute la fin de semaine. Regardez, le prix du gaz est à 107 $. Une augmentation de 15 % encore, à cause de la guerre, bien évidemment. Donc, ça a un impact énorme sur les agriculteurs. Regardez encore les lobbies. Hein? Les producteurs de grains, c'est ceux qui vont consommer le plus de diesel. Hein? Ils ont des grandes surfaces. Producteurs de grains, maïs, soya, canola, vont avoir 30 millions pour les aider à faire leurs semences. Je suis un producteur de... Ceux qui ont 25 hectares et plus. J'ai plus que 25 hectares, mais je fais du tournesol. Je mange la marde. Je rentre pas là-dedans. Je mange la marde. C'est quoi la différence? Je suis un producteur de grains? Pourquoi pas l'avoir étalé à tout le monde? Je suis petit, là. Et je ne vais pas refiler la facture aux consommateurs. Mais pourquoi pas l'avoir étalé à tout le monde? Pourquoi faire une catégorie? Pourtant, on soumet ce qu'on va semer, là. On nous demande, on répond à des sondages. Cette année, je vais planter 60 acres en tournesol. À peu près 100 acres en citrouille et en ail et en avoine. Je suis pas un grand, là. Je suis petit. C'est vrai. Mais je rentre dans la catégorie. Pourquoi ne pas avoir mis tous les producteurs de grains? Ça devient fâchant. Ça devient fâchant. Dès que tu te présentes la caisseuse sur un tracteur, tu utilises du diesel, tu nourris le monde. Alors, je me donne pas de grands titres, là. Non, mais on fait de l'huile de tournesol. Oui. Qu'on fait différents produits avec, allant jusqu'aux cosmétiques. La citrouille, on fait de la bouffe à chien, des friandises, on fait de la tartinade. Bientôt des biscuits à chat. Et bien entendu, des cosmétiques aussi. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois. Bon, écoutez, les marchés ne sont pas ouverts encore. Ils sont pre-market, on va aller voir. On va aller voir pareil. Juste que soyez prêts mentalement. Là, ben, le Bitcoin, hein, qui avait monté, il était à 124. Il avait remonté un peu jusqu'à 72, redescend à 67. Pas de valeur refuge du tout. Hein. Dollar canadien, ben, c'est bien évident qu'il monte. Hein. Le pétrole augmente en flèche, fait que le dollar canadien augmente beaucoup. Fait que là, c'est assez spécial en ce moment parce que ça, c'est bon pour les finances du Canada, ce qui se passe. La bourse canadienne, elle devrait augmenter aujourd'hui. Ben, les banques vont dégringoler, mais toutes les compagnies dans le pétrole vont monter. Sauf que vos placements américains prennent une débarque. Parce que plus le dollar canadien monte, moins c'est rentable quand vous avez des placements américains. Et la bourse, ben écoutez, elle n'est pas ouverte encore, mais on peut regarder le Nasdaq ici. Le pre-market ici. On parle de moins 395, donc 1,5. Ça veut dire que si on extrapole pour le Dow Jones, on parle de moins 1000 points. On va aller voir une place que j'aime bien regarder. Ça, c'est mon plan Facebook. C'est pas ça que je vais vous montrer. On a un plan à respecter sur Facebook. On va aller voir sur MarketWatch. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus. Arrête de m'énerver, toi. Bon. Moins 724 encore. Moins 800 points au moment que j'enregistre, là. Ça fait mal, hein? C'est comme ça. Sauf que, ne paniquons pas. À court terme, c'est paniquant. À long terme, selon toutes les guerres, le marché boursier, dans l'année qui suit,
remonte en moyenne de 12,5 au total. Ça, c'est l'historique. Après la guerre de 1945, qui est une vraie guerre, là, qui a duré, la bourse a monté de 50 %. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être ça. Mais là, en ce moment, ben, on a un crash. Après une belle raid, on a un crash. C'est comme ça. Et tout dépendant où ce qu'on est puis à quel moment qu'on va utiliser nos placements pour la retraite, malheureusement, ça fait du bien de calmer tous les spéculateurs qui étaient dans le marché. C'est pas le fun, hein? J'aime pas ça. Vous aimez pas ça. Mais un an après, le S&P 500, 12,5 %. Ce qui est un maudit beau rendement. Fait que, à court terme, faites autre chose. Hein? C'est le temps des sucres. Pâques s'en vient. Le beau temps revient. On vient d'avancer l'heure. Je vous le montre, puis vous passez à autre chose. C'est plus simple. Allez, ça vous tente-tu d'acheter une maison? Quand je vous dis qu'une maison n'est pas rentable, j'aime une maison. OK? Mais si j'ai à vous conseiller, je vais vous dire, achète-toi pas de maison. Puis la réponse, elle est très simple. Voici le graphique. Performance à long terme des actions et des résidences. Aux États-Unis, mais on peut extrapoler pour le Canada. Là. En 1970, une maison, 100 piastres. C'est pas 100 piastres, là, mais la valeur. Mais 100 piastres en 1970 dans une maison, il en vaut 1800 aujourd'hui. C'est un maudit beau rendement. Le même 100 piastres que tu as mis dans le S&P 500 vaut 8000. Fait qu'imagine-toi, là, tu n'as pas la taxe de bienvenue, les réparations, les améliorations locatives. Tu payes ton loyer. La différence que tu vas mettre entre ça et une maison, même si le loyer te coûte 2000 aujourd'hui, ta maison t'en coûterait probablement plus. En hypothèque, puis en... Il faut comparer avec des pommes et des pommes. Pas juste dire, ouais, mais le loyer est rendu à 2000. Ouais, mais ta maison est rendue pas achetable à Montréal. Mais ça, on le sait, c'est pourquoi. C'est à cause des communistes. J'aime ça dire ça. Qui ont retardé les permis. C'est pour ça que ça ne sera jamais rentable une maison par rapport à avoir un loyer et faire des placements. Donc, si j'ai à vous conseiller aujourd'hui, vous avez 20 ans, mais vous dites achète-toi pas de maison, va-t'en loyer. Tu vas headache free, pas de maux de tête et tu vas avoir des rendements. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça. Tout le stock du sirop d'érable, donc la réserve stratégique, a été vendu. Moi, j'en achète là, du sirop. Là. Ils ne m'ont pas dit qu'il n'y en avait plus, là. Mais au moins la saison débute. Là. Mais il va falloir que j'en achète d'avance un petit peu plus, sauf que ça prend des sous hein, pour acheter ça. Là. Quand on achète du sirop, on ne le réserve pas, là, on l'achète, puis il faut le payer. Tout a été vendu, mais à chaque année maintenant, on donne à peu près des quotas pour augmenter. Puis la réserve, on n'est pas capable. Techniquement, une réserve stratégique, on parle de 5-10 ans de réserve. Là. Pas à chaque année que c'est vendu, là. C'est pas normal, c'est plus une réserve stratégique. Là. C'est un club. C'est un club restreint de producteurs. Sauf qu'ils ont donné des quotas à peu près à tout le monde. Je me plais pas, là, j'en ai pas demandé. Je vends assez de sirop en ligne, puis j'en achète beaucoup. Des autres, pour moi, c'est parfait. Je peux en demander, là. Mais pour le moment, j'aime mieux le laisser aux autres. J'ai encore un autre 5 à 10 000 en taille. Ça, si je vais les chercher, je vais le demander, mais là, j'en ai plein les baskets. Là. Puis c'est toute une construction qu'il faut que je fasse. C'est à 1 kilomètre dans le bois. Ça me tente pas bien, mais. Honnêtement, là, avec ce que j'ai, là, je travaille déjà pas mal. Là. Créer d'autres stations de pompage, d'autres électricités, d'autres. À un moment donné, là, j'en ai beaucoup sur les épaules. Fait que. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Mais tout le stock est vendu. Une augmentation de 16 % en 2025. Donc, des transformateurs comme moi font partie de l'équation qui fait que le sirop d'érable va bien. J'en parle à l'année. Je suis tout petit, là, je ne me donne pas des titres. Là, je veux juste régler quelque chose. Là. Mais un paquet de gens comme moi qui parlent de l'érable à l'année, qui font des produits à l'année, ben, fait une différence. Ici, là, au Québec, là, je me donne pas de titre, mais je vois mes ventes. Là. Pas fou, j'ai une augmentation de mes ventes de 95 % depuis le mois de septembre. Là-dedans, il y a beaucoup d'érables. Là.
C'est une maudite bonne nouvelle, parce que c'est plus qu'une canne de sirop d'érable. Ça, il faut le savoir, là. Le sucre d'érable est excellent. Pris avec modération, bien évidemment. Vous savez, le coût du shipping dans l'e-commerce, maintenant, vous voyez, vous pouvez choisir parmi les gros, là, quand est-ce que la livraison va avoir lieu. C'est parce qu'Amazon livre le samedi et dimanche. Il y a moins de colis à livrer. Le lundi, il y en a beaucoup. Fait qu'il te propose le lundi pour maximiser la route. Ce qui est bien. Moi, j'ai pas ça, là, parce que je suis tout petit. Mais tu sais, un coût de shipping, là, en moyenne, là, la boîte, l'employé, il faut compter entre 12 et 15 piastres. À peu près 15 piastres en moyenne de shipping. Ça coûte cher. Et de plus en plus, de gens disent, ben, regarde, pour l'avoir demain, je vais te facturer X. Si tu attends 3 jours, je te facture rien. Pour moi, ça ne fait pas de différence. C'est Amazon qui est venu avec ça. Même Amazon commence à reculer un peu, mais pour moi, ça ne fait pas de différence. Donc, je ne peux pas vous offrir ça. Ce qui fonctionne pour moi, c'est que vous êtes impressionné qu'on est capable d'accoter Amazon. Vous commandez, puis vous l'avez le lendemain. C'est ce qui fait que mon entreprise grossit. Donc, il y a un coût à ça. Mais il y a un coût pour acquérir des clients aussi. Il ne faut jamais l'oublier, là. Il y a des e-commerce qui pensent qu'en faisant chier les clients, ils vont en avoir. Ça ne marche pas comme ça, là. On ne peut pas jouer au gros, nous autres. Il faut se positionner parmi les gros. Il y a un coût. En moyenne, il faut compter à peu près 15 piastres. L'employé, la boîte, la manutention, le tape et toute la patente, là. Et c'est pour ça que ça prend du gros volume pour réussir à en faire une entreprise prospère. Puis une fois de temps en temps, il faut voir comme on a là. Des grosses commandes de 20 000, commandes de 50 000. On en a à chaque semaine. Qui vient contrebalancer, qui fait que ces grosses commandes-là, avec le volume, puis un seul déplacement pour ça, fait que les autres peuvent en bénéficier. Donc, c'est un peu comme si les gros subventionnaient les petites commandes. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Les gros ne payent pas, là. C'est juste que le volume, on va remplir un camion, c'est nous autres qui va aller le livrer. C'est différent, là. On va le mettre sur des palettes, sur des gros transports. C'est comme ça qu'il faut voir le commerce en ligne. Puis c'est ces clients-là qui me permettent de vous offrir ce qu'on vous offre en ce moment. Hey, le chou, aimez-vous ça du chou? Ben moi, je mange beaucoup de kimchi. J'aime bien ça du kimchi. J'aime ça du chou. Ben, selon Pinterest et les recherches qui sont faites, le chou va être l'aliment tendance en 2026. J'ai une recette de chou farci sur mon site, là. Ouf, c'est bon. Qui vient de Singapour, au restaurant chez Colette. Je n'ai pas été manger là encore, mais si je vais à Singapour, je vais aller manger chez Colette. Alors, une baguette française, c'est très précis. Hein? Paris, c'est très sérieux, la baguette française. C'est entre 250 et 270 grammes, de 50 à 55 cm de long, et pas plus que 1,4 g de sel par 100 grammes. Il y a un concours. Il y a des concours, ben oui. Les Français aiment ça, un concours. C'est un Sri Lankais qui l'a gagné. Il vend des baguettes à Paris. C'est lui qui a gagné ça. Ben, je peux vous dire ceci. Fait qu'aujourd'hui, on regarde la bourse, ou pas, ou on va jouer dans le bois. C'est votre choix. Passez une excellente journée. Merci d'être là.